Eh bien voilà, une nouvelle année s'achève. 2023 va faire place à 2024. Nous sommes le 31 décembre, il est 18 h. Et je voudrais faire un état des lieux des principaux faits nationaux ou internationaux qui se sont déroulés en 2023 pour ensuite, dans une seconde partie, voir les prospectives pour 2024. Alors, on fait un état des lieux de 2023. C'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste, historien à 16 h ou le contraire. Vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant, en likant, en posant des commentaires. Comment se porte la France et le monde de 2023? Au niveau économique d'abord, eh bien il semblerait que le chômage se restreigne. Malgré tout, j'ai entendu il y a peu de temps qu'environ 54 000 sociétés, petites entreprises auraient mis la clé sous la porte et que il y aurait donc un taux de fermeture d'entreprises de plus de 40% par rapport à 2022. Alors je n'ai pas vérifié ces chiffres que j'ai pu entendre ce midi même sur l'une des chaînes d'information continue. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas être grand clair pour constater qu'en se promenant dans les centres-villes de villes moyennes ou de villes plus importantes, il y a énormément de commerces en berne, de rideaux baissés. Alors pourquoi? Eh bien, je pense que les taux d'inflation assez monumentaux que nous connaissons tous dans la vie du quotidien, ils seraient peut-être bien pour quelque chose. Alors il est toujours intéressant de constater les chiffres qui sont donnés par l'INSEE et de regarder, par exemple, l'augmentation du prix des pommes de terre, de la boîte de thon, de la laitue. Ça peut être extrêmement intéressant. Au niveau social, 2023 a été une grande année pour le désordre urbain et pour les émeutes, ainsi que les manifestations plus ou moins bien maîtrisées. Il y a d'abord eu la fameuse loi retraite qui, à vrai dire, n'a peut-être pas été aussi bien accueillie par l'ensemble des classes laborieuses. Au printemps dernier, juste avant la venue du roi Charles III, Paris s'était couverte de tas d'immondices et de poubelles non ramassées, dues à une grève des personnels. Rajoutez à cela des groupes de personnes très mécontentes qui s'amusaient à mettre le feu un peu partout, et Paris a très vite ressemblé à une grande capitale européenne tachetée de multiples panaches de fumée. Heureusement que les pompiers sont encore efficaces en France. Il y a ensuite eu les grandes émeutes urbaines de la fin juin, début juillet, qui ont duré une grosse semaine. À noter que il y aurait eu, d'après les estimations, 1 milliard de dégâts. Mais bon, il paraît que la crise a été très bien gérée. Alors on s'est souvent demandé qui allait payer les dégâts. Devinez. Et on est encore à effectuer des groupes de discussion, d'interprétation, de réflexion pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il des jeunes mécontents, de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui mettent le feu à des voitures, à des commissariats de police, à des gendarmeries, et qui empêchent, en fin de compte, les simples citoyens et travailleurs de pouvoir vivre une vie paisible. En l'occurrence, le gouvernement avait déployé un peu plus de 45 000 forces de l'ordre. Alors quand j'entends forces de l'ordre, je ne parle pas de gendarmerie ou de petits commissariats de quartier. Je parle ici des groupes d'intervention du maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles, et on a même vu des blindés, du RAID et du GIGN dans la rue. Ce pourquoi ils ne sont absolument pas formés. On a bien vu que la maîtrise du maintien de l'ordre a été extrêmement compliquée et que, une fois de plus, les forces de police sont arrivées à leur maximum de pouvoir d'intervention. Alors quoi encore? Eh bien, il paraît que, selon certains journalistes, l'insécurité, qui n'est qu'un sentiment, je vous le rappelle, serait relativement stable par rapport aux décennies passées. Alors il paraît que c'est fasciste de dire qu'il y a un peu plus d'insécurité dans les rues des grandes métropoles et même à la campagne. Alors effectivement, si on compare à la situation des grandes invasions barbares où
du XIIIe, XIVe siècle, effectivement, l'insécurité est moindre. Il y a déjà un bon point à ce niveau-là. Quand on parle de territoire perdu de la République, on se rend compte que certaines zones de la France n'obéissent plus aux lois de la République et qu'un nouveau pouvoir local s'est installé. Pour en revenir sur le maintien de l'ordre à la française, il faut noter que, pour ce soir, réveillon de la Saint-Sylvestre, l'État a mobilisé 90 000 forces de l'ordre, gendarmes, policiers et CRS, ainsi que militaires, qui sont mobilisés pour une fête populaire nationale. On peut se demander si la France n'est pas entrée dans un état de guerre réel. On attend des émeutes, on attend du terrorisme. Tout cela rend bien compte de l'état où se trouve la nation française aujourd'hui. Alors quand je parle de manque de moyens au niveau de l'État, il faut signaler que la dette française est actuellement de 3 000 milliards d'euros. Fait insolite et inaccoutumé dans l'histoire de notre pays. Puisque même pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions pas atteint un tel niveau d'endettement. Et le problème est que, comme les taux d'intérêt de la dette sont de plus en plus élevés, alors forcément, l'encours de la dette, ce que nous devons rembourser chaque année à nos créanciers, est de plus en plus lourd à porter. Alors manque de moyens au niveau de la sécurité, au niveau des forces de police, au niveau des matériels, au niveau du recrutement. Mais c'est un peu la même chose au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'hôpital. On pourrait constater une espèce de dégradation économique. On le voit, nos niveaux de vie baissent de plus en plus, le pouvoir d'achat baisse, la pression fiscale ne diminue pas, bien au contraire, et en plus, les services publics sont de plus en plus problématiques. Je n'ai pas envie de porter un jugement néfaste sur ce qui nous entoure, sur ce qui fait notre vie de tous les jours. Néanmoins, je constate, je parle ici de faits qui sont largement vérifiables en allant voir sur les institutions gouvernementales elles-mêmes. Et au niveau international, alors première chose, il semblerait que les USA rechignent de plus en plus à accorder des crédits militaires ou financiers pour l'Ukraine. Ce qui met ce pays dans une situation extrêmement compliquée par rapport à la guerre contre la Russie. Une fois de plus, je constate qu'au niveau médiatique, il y a soit une incompréhension de la réalité, soit une espèce de cécité mentale. Parce que si l'on parle de la grande contre-offensive ukrainienne à partir de la fin du printemps, on constate que celle-ci a complètement raté. Alors là, je pose mes modestes connaissances tactiques et stratégiques militaires. Premièrement, je constate que l'Ukraine avait moins de 200 000 hommes disponibles, avec un nombre de blindés assez limité. Et il se trouve que, au lieu de faire une attaque de diversion sur un front de plus de 1000 km et de porter un coup fatal aux Russes en transperçant leur système de défense, il n'en a rien été. Les Ukrainiens ont attaqué à plusieurs endroits du front en même temps. Alors là, je vais faire une analogie historique. C'est un peu comme si le 6 juin 1944, les Alliés, au lieu de porter leur principale offensive sur les plages de Normandie, avaient disséminé plusieurs attaques entre Bayonne et jusqu'à la frontière belge. Évidemment, ce type d'attaque a très peu de chances de réussir quand on a en face de soi un dispositif extrêmement bien conçu. Et là aussi, je ne comprends pas comment les stratèges militaires de l'Ouest, de l'Ukraine, ainsi que les stratèges français et américains, ont pu croire que les Ukrainiens réussiraient à transpercer le réseau défensif des Russes. Il suffisait d'ouvrir un livre d'histoire à la page de la bataille de Koursk pour comprendre que si les Russes avaient pu résister à l'assaut des troupes blindées du Troisième Reich, qui étaient pourtant équipés d'excellents chars de combat, tels que les Panzer IV dernière génération, les Panther et les nouveaux Tiger, eh bien si les Russes ont réussi à juguler l'attaque dans le saillant de Koursk, c'est parce qu'ils avaient fait un système de défense en profondeur avec des champs de mines, des tranchées, des barbelés, de l'artillerie
Et qu'en l'occurrence, les Russes ont fait la même chose derrière le Dniepr. Le dispositif russe avait environ une trentaine de kilomètres de profondeur, avec, comme à Koursk, des fossés anti-chars, des réseaux de barbelés, des tranchées avec des fantassins, des bunkers, une artillerie conséquente et de nombreux champs de mines. Et comme je l'ai déjà dit, on a l'impression qu'on est revenu en Ukraine, non plus dans une guerre de mouvement comme c'était le cas durant la Seconde Guerre mondiale, mais dans une guerre d'usure et de position. Parce que dès qu'un blindé pointe le bout de son canon hors de ses frontières, il se fait instantanément détruire par les nouveaux systèmes anti-chars portatifs extrêmement performants, du style Javelin et autres, pour les Ukrainiens. Et évidemment, les Russes ont les mêmes de leur côté. Alors une fois de plus, une guerre d'agression qui fait énormément de morts dans les deux camps. Il semblerait que la Russie se rapproche de plus en plus de la Chine, avec des exercices militaires conjoints aéronavals, et que la Chine, de son côté, porte une pression de plus en plus rude, de plus en plus conséquente sur l'île de Taïwan, avec des incursions maritimes ou aériennes dans les frontières de Taïwan. Alors évidemment, on a là un point d'achoppement extrêmement important parce que suivant la doctrine militaire américaine, si les Chinois venaient à attaquer Taïwan, il y aurait immédiatement une réponse militaire allant jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. Pour les Américains, Taïwan ne peut pas être reprise par les Chinois. Et pour les Chinois, Taïwan fait partie intégrante de la Chine et sera un jour remise dans le giron national chinois. Alors on voit là deux pôles de tension, Russie-Ukraine, Chine-Taïwan, assez importants, avec des conséquences difficilement concevables. Mais j'essaierai de définir des prospectives dans la partie 2 de cette vidéo. Alors ensuite, il y a le problème israélo-palestinien. Problème qui dure depuis quasiment 1946. Une fois de plus, l'humanité a été, comment dirais-je, touchée en son cœur par non seulement ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'attaque des groupes terroristes du Hamas sur essentiellement des civils israéliens. Alors je vous passerai tout ce que nous avons pu voir et entendre sur les conditions de l'assaut, qui nous renvoie à des périodes qui nous renvoie aux plus sombres périodes sauvages de l'humanité, et ensuite par la destruction systématique de Tsahal dans la bande de Gaza. Alors ici encore, comment cela va-t-il finir? C'est assez difficile à prédire. Alors une fois de plus, quelles sont les hypothèses pour le futur? C'est ce que je vous invite à suivre dans la seconde partie de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire un peu la fête pour oublier tout ce marasme économique et sécuritaire. On se revoit en 2024 pour la suite de cette vidéo. Alors profitez bien, ne buvez pas trop. Comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.